Et bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien en cette petite matinée. J'avais prévu à la base de faire une vidéo comment aider les joueurs à comprendre ou alors à reprendre Yu-Gi-Oh sur Master Duel, puisque Master Duel fête ses 2 ans aujourd'hui, mais j'ai envie de faire une vidéo un peu plus travaillée pour ça, donc je vais pas la faire aujourd'hui. Puisque vous le sentez peut-être un peu à ma voix, je suis toujours un peu malade. Mais par contre, je vais vous montrer ça vite fait avant que la vidéo commence. Vous pouvez, lorsque vous allez dans Master Duel ici, directement, si jamais vous n'avez jamais joué, aller dans Amis. Et en fait, l'idée, c'est que vous allez avoir ici une campagne d'abonnement mutuel pour les joueurs novices ou les joueurs qui font leur retour. Et vous allez voir, c'est très sympa. Donc vous avez l'occasion de saisir le code. Et en gros, l'idée, c'est que si assez de gens mettent le même code, vous avez beaucoup plus de cartes gratuites. Donc je ne gagne absolument rien à faire ça. Mais l'idée, c'est qu'hier, moi, je l'ai montré en live pendant qu'on était en train de streamer. Et il y a déjà 14 personnes qui ont rempli le code. Et vous le voyez, ça permet d'avoir à la fois des gemmes gratuites et aussi des cartes. Puisque les joueurs qui ont rentré le code ont rempli des objectifs. Et donc, du coup, l'idée, c'est qu'ils sont allés jusqu'aux objectifs maximum permettant d'avoir des cartes. Donc vous rentrez le petit code de campagne ici en mettant saisir le code de campagne. Donc hop, il est juste là sur l'écran, vous avez juste à faire pause. Et vous pouvez tout simplement directement récupérer ici les cartes. Alors moi évidemment je ne suis pas un joueur qui fait son retour, donc je ne peux pas. Cela étant dit, mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Aujourd'hui, on va s'intéresser à 5 dragons qui ont terrorisé ou alors marqué de leur empreinte le TCG. Si ce genre de format vous plaît, si le fait qu'il y ait une vidéo par jour grâce à ce sub goal qu'on avait réalisé sur Twitch, n'hésitez pas à vous abonner évidemment à la chaîne YouTube, c'est un gros soutien. Et pour ceux qui s'intéressent, je suis en live tous les jours à partir de 16 h sur Twitch. Je ne serai pas en live samedi, mais dimanche, on va commenter un tournoi Yu-Gi-Oh qui se déroulera à Rennes avec la nouvelle extension Cauchemar Fantôme. Donc n'hésitez pas, ça sera toute la journée à partir de 9 h 30. Donc ça va être vraiment quelque chose de top. Et donc on est parti pour ce petit top, pendant que je vais vous retirer évidemment cette magnifique scène Master Duel. On revient sur la scène des Worlds. Donc le but de cette vidéo, comme je vous l'ai dit, c'est de parler des dragons qui ont un peu, marqué de leur empreinte l'histoire du jeu à travers les époques. La façon dont je vais les classer, c'est par rapport à comment ils m'ont marqué moi. Ça ne veut pas dire qu'ils sont fondamentalement plus forts, mais je vous laisse me dire dans les commentaires si vous, il y a des dragons peut-être que je n'ai pas cités, ou alors des dragons qui vous ont plus marqué que d'autres, et je vais vous expliquer pourquoi. 5e place, c'est le dragon empereur du chaos, émissaire de l'achèvement avant son errata évidemment. Dragon empereur du chaos, émissaire de l'achèvement, qui était la meilleure carte du premier format avec les cartes US en France, qui s'est joué en 2004. Donc le but était tout simplement d'avoir soit un Sangan, soit une sorcière de la forêt noire. On pouvait le poser, on payait 1000, donc on enlevait toutes les cartes de la main et du terrain adverse. Et donc, ce Sangan ou cette Witch, elle nous cherchait un Yatagaratsu qui nous permettait d'empêcher de piocher l'adversaire à vitam aeternam. C'était vraiment extrêmement fort. Je dirais pas qu'il a marqué le jeu d'une manière spécialement positive, mais il a montré à son époque que le jeu était capable de développer tout simplement des abus. Et la plupart des joueurs n'ont pas mis très longtemps à résoudre cette metagame et ce format, et ont évidemment joué ce dragon jusqu'à que Konami décide de nous le supprimer. Une 5e... Je pense que ce dragon mérite d'être dans le top 5 juste par, entre guillemets, l'œuvre et tout ce qu'il avait créé. Mais évidemment, c'est peut-être un temps où vous n'avez pas forcément joué. 4e place, c'est un dragon qui a été champion du monde. C'est le dragon de la lumière et des ténèbres qui avait remporté les Worlds en 2010 en TCG, en Frog FTK, puisque c'était une des meilleures cartes de side. Dragon de la lumière et des ténèbres est une carte qui était sortie à la base en carte promotionnelle dans d'autres pays, notamment aux États-Unis, et qui est sortie après chez nous en RP2. Donc c'est un dragon qui ne s'invoque pas spécialement. Il a 2800-2400 et il est dark et light, comme le dit son nom, une fois sur le terrain. Et une fois par chaîne, il va être capable d'annuler soit un effet de monstre, soit un effet de carte magie piège. Et il va perdre 500 points d'attaque. Attention, quand il n'est pas capable de perdre ce montant, que ce soit en attaque et en défense, il ne peut pas annuler. Ça, c'est quelque chose qui est très important et que peu de joueurs avaient compris à l'époque, en tout cas au début. Et il a un autre effet évidemment, c'est que lorsqu'il quitte le terrain, il va tout simplement faire Monster Reborn et détruire toutes les autres cartes qu'on contrôle. Donc globalement, c'était seulement un monstre qui restait sur le board tout seul et qui était très intéressant. J'ai vu quelques decks de temps en temps le jouer récemment.
soit en side, soit en tech card, mais ça reste un dragon qui n'a pas forcément très bien vieilli, mais ça reste un dragon qui selon moi avait une mécanique qui était très intéressante et qui a quand même un design qui est ultra stylé. Il était une des cartes très importantes du Perfect Circle en 2007, pour ceux qui ont évidemment connu. Troisième place, là on commence à rentrer dans les gros dragons et malheureusement je ne pouvais pas mettre un seul de ces dragons, donc j'ai fait un package et je parle évidemment des maîtres dragons. Les maîtres dragons qui, selon moi, sont obligatoires quand on parle de dragons dans l'histoire du jeu. Ils ont vraiment marqué l'histoire du jeu par 2 fois. Ils ont subi énormément de vagues de limitations, de bans, de nerfs, comme on dit dans le milieu. Et ils ont quand même toujours été là. Le seul vrai format tier 0 de dragon aura été évidemment le format sans les bébés. Le format avec les bébés n'était pas tier 0 dans le sens où il y avait un deck qui avait le même power level, il était Spellbook. J'aime bien le rappeler souvent parce que souvent les gens disent un peu n'importe quoi sur Maître Dragon. Et vu que c'est un deck que j'ai énormément travaillé, qui me tient énormément à cœur, et malheureusement avec Maître Dragon, j'ai top 16 ou 125e YCS, et j'ai gagné le Metropolitan Master ainsi que le Metropolitan Master avec l'équipe de France. Mais j'ai un petit goût d'inachevé avec ce deck là parce que je pense que le dragon Ravine Ruler était vraiment un des decks avec un, entre guillemets, un skill cap qui était quand même assez haut. Et je pense que ouais, c'est un des decks qui me détruit un peu. Ça me détruit un peu de ne pas avoir gagné un très gros titre avec ce deck. Mais ce qui était extrêmement plaisant avec ce deck, c'est que entre guillemets, les joueurs attendus se retrouvaient tout le temps dans les playoffs. Et ça se tapait tout le temps et c'était vraiment très agréable à jouer. J'ai vraiment une sensation qui a été trop agréable avec ces dragons. Alors malheureusement, ils commencent à être délimités un par un, mais ils n'ont pas le même goût pour le moment qu'ils avaient avant, mais ils ont vraiment marqué l'histoire du jeu et il y a peut-être beaucoup d'entre vous dans le chat qui ont tout simplement débuté avec ou contre ces dragons et à qui ils ont laissé un impact. Et donc évidemment, comme vous l'avez compris, voilà, si on devait faire un vrai classement de puissance, je pense que le Dragon Ruler aurait été premier. Mais en deuxième place, ça va être un dragon qui va être tout autre. C'est un dragon synchro, c'est Trishula, dragon de la barrière de glace. C'est un peu dur de le mettre devant les maîtres dragons. Mais Trishula est une carte qui a énormément marqué l'année 2011 via son introduction dans le deck Synchroplante, into le deck Tengu Plante quand Européen s'est rendu compte que Tengu était complètement broken, puisque quand Tengu est sorti, il n'était pas disponible au Japon. Et du coup, la facilité grâce à Tengu de faire Trishula dans quasiment tous les decks était absolument diabolique. Donc on rappelle évidemment l'effet de Trishula. Lorsqu'on invoque par synchro, il peut bannir une carte dans la main, une carte sur le terrain, une carte dans le cimetière. La carte dans la main, c'est évidemment random. Et une carte qui était vraiment extrêmement forte, qu'on avait potentiellement accès également avec Formula Synchro pendant le tour adverse, même si de manière générale, ça se faisait beaucoup avec un token Dandelion, une Spore à 4 et un Tengu. Le Spore du coup qui bannissait l'Onfire ou Dandelion passé niveau 4. Bon, Trishula, c'est vraiment très affectif. Je considère que dans l'histoire du jeu, il y a beaucoup de decks qui m'ont marqué et qui m'ont aidé à faire pas mal de tournois, pas mal de perfs super sympas. Mais je trouve que Synchroplante, là où aujourd'hui Plante c'est plus Rika et on n'est pas forcément très fan en Europe parce qu'on sait pas très bien le contrer, Synchroplante a été un des decks les plus agréables à jouer dans sa manière d'être fait. Et à cette époque-là, c'est l'époque où Maxé avait commencé à être à 3, donc il fallait vraiment jouer autour, essayer de bien réfléchir et tout. Il y avait souvent ce petit débat du 1-for-1 Dandelion qui a donné la victoire sur Maxé instantanément à l'adversaire, mais vous donnez également la victoire si l'adversaire l'avait pas. Donc c'était vraiment une carte que j'ai vraiment kiffé. Je sais pas trop ce que ça donnerait aujourd'hui si ce genre de carte était autorisé. Je pense que ça serait évidemment très fort. Est-ce que ça serait trop fort par rapport à ce qui existe aujourd'hui? Je sais pas trop. Puisque souvent ce qu'on se rend compte c'est que quand les cartes sont bannies depuis 5, 6, 7 ans et qu'elles reviennent soit avec un errata soit sans, elles sont très faibles comparées à ce qu'on a aujourd'hui. Donc j'ai un peu du mal à savoir. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que cette carte serait très forte? Et du coup, il reste un dragon. Et comment à ma place ne pas mettre ce dragon en première position devant les maîtres dragons, devant tous les dragons du jeu? C'est évidemment Drago Armée des Ténèbres, mesdames et messieurs, vous l'avez compris, Drago Armée des Ténèbres qui m'a fait gagner une très grande partie de mes titres, qui a été une carte qui a
totalement changé le jeu en termes de power creeping et en termes de rythme à partir de sa sortie en 2007, fin 2007. Et je suis obligé de mettre cette carte qui était exceptionnelle, cette carte qui a battu tous les records. Je ne sais pas si c'est la secrète qui a été le plus cher dans l'histoire du jeu, parce qu'évidemment, il y a eu des cartes beaucoup plus chères, il y a eu des cartes beaucoup moins chères, mais dans la rareté secrète rare de Corset, je pense que c'est la carte qui a atteint le prix le plus haut à vérifier. C'était 180 € pièce à son pic. Bon, Dragon Armé des Ténèbres, du coup, pour l'invoquer spécialement, il fallait avoir exactement 3 ténèbres dans le cimetière. L'idée de la construction des decks au fur et à mesure des années, ça a été de réguler le cimetière pour sa venue. Quand il était à 2, c'était moins le cas, mais quand il était à 3, on allait jusqu'à jouer des cartes comme Prométhée, le roi des ombres, pour tout simplement faciliter la venue de cette carte qui arrivait potentiellement des fois par 2. Et on peut retirer un ténèbre depuis le cimetière pour détruire une carte sur le terrain. C'est une carte qui a toujours eu énormément d'impact sur le jeu jusqu'à sa limitation à 1, et même à sa limitation à 1 il a un peu existé. Il a évidemment disparu dû au power creeping aujourd'hui qui est beaucoup trop haut. C'est beaucoup trop compliqué de prendre le temps de réguler un cimetière quand une partie se finit tour 2. Mais voilà, Dad, c'est vraiment une carte qui était vraiment très impactante pour moi, qui m'a vraiment fait vivre des choses exceptionnelles, et cette carte était obligatoirement dans mon top 1. Je suis obligé évidemment de faire une mention pour Dragon du Jugement, qui était entre guillemets son rival, son adversaire pendant pas mal d'années, et qui m'a également fait gagner pas mal de trophées, peut-être même le plus beau avec l'YCS. Mais voilà, Dragon Armé des Ténèbres selon moi est vraiment le dragon qui a le plus terrorisé le jeu et qui m'a vraiment ramené le plus de souvenirs. À vous de me dire si c'est différent. Il y a plein d'autres dragons que j'ai pas forcément cités. Le format Thunder Dragon de 2019, le récent Dragon Link qui a survécu parmi les années et parmi toutes les listes de limitations qui s'est pris dans la tête. Je vous laisse me dire ça. Moi, je vais vous souhaiter une très très bonne journée. On se donne un rendez-vous à 16 h sur Twitch. Et n'oubliez pas de vous abonner si vous aimez bien ce contenu et ce petit sub goal et une vidéo par jour. Bonne journée, des bisous, prenez soin de vous.